donc Altaïr est convaincu que la diffusion au plus profond de la société d'une information libre et indépendante est un élément déterminant d'une démocratie vivante. Et le travail accompli depuis plusieurs années par nos invités, à travers à la fois leur structure et leur parcours personnel, est là pour témoigner que là où il y a une volonté, eh bien, il y a un chemin et des débouchés concrets. Une société où circule une information libre et indépendante est une société qui se porte mieux, tant au niveau social qu'au niveau simplement économique. Et on le verra tout à l'heure. Le droit de savoir est vraiment le seul garde-fou raisonnable contre l'accaparement par quelques-uns de tous les leviers de décision, qu'ils soient économiques ou politiques. Et la liberté de l'information est clairement la condition nécessaire à l'éclosion des contre-pouvoirs qui nous manquent malheureusement cruellement en France et en Europe. Je voulais aussi que nous puissions aborder, donc, au-delà des interventions préliminaires de nos invités, la question des frontières, celle qui délimite la liberté d'information de la liberté d'expression. C'est des frontières un petit peu artificielles, mais je voudrais qu'on travaille là-dessus et voir ce qui sépare ou ce qui peut réunir le journalisme d'investigation de la blogosphère. Et également pouvoir aborder dans un dernier temps la question des alliances. Qu'est-ce qui peut faire que sur ce sujet central, nous pourrions rassembler au-delà des catégories et des différents pays, des forces capables d'aller dans le même sens pour faire bouger la réalité des choses que nous n'acceptons pas toujours. Et en dernier point, de quelle manière pourrions-nous, avec des mots simples, convaincre l'opinion publique de l'importance pour chacun dans sa vie quotidienne d'avoir une information libre et indépendante? Quel est l'impact sur la vie de tout un chacun sur ce sujet? Plus de transparence amène-t-il une vie meilleure et une vie collective meilleure? Voilà, je ne serai donc pas plus long et afin de rentrer directement dans le vif du sujet, je me tourne vers Judith Silberfeld. Alors Judith, tu détailleras un peu plus ton parcours tout à l'heure. Tu as été rédactrice en chef adjointe de Tétu pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, tu es rédactrice en chef de YAG, qui est donc un site internet dont le travail est un travail social et politique assez important. Et je l'ai dit ce matin, nous sommes particulièrement contents d'inviter et d'avoir comme partenaire Tétu et d'avoir YAG. Voilà, donc je ne dirai pas plus loin, je te passe la parole. Il fonctionne? Si, ça marche, c'est bon. Merci. Bonjour. Alors, déjà, je vais commencer... Ça marche. Je ne suis pas une grande habituée des micros, mais je vais m'y faire très vite. Moi, en fait, je suis venue au journalisme un peu à contre-cœur, parce que mes deux parents sont journalistes et j'ai passé mon adolescence à dire que je ne voulais pas faire le même métier qu'eux. Voilà. Et finalement, j'ai été rattrapée. J'ai essayé d'autres choses, hein, mais c'est finalement ce que je fais le mieux et ce que je préfère faire, parce que j'ai l'impression d'être utile. Donc c'est à la fois un plaisir égoïste et j'ai parfois l'impression d'avoir un métier de service public d'une certaine façon. Voilà, et donc non seulement je suis journaliste, mais j'ai fondé un média qui s'appelle YAG. Enfin, j'ai cofondé, on est 4 au départ, 4 journalistes. YAG, c'est un site d'information généraliste, mais à destination d'abord de la communauté LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et trans. L'information est généraliste, on ne s'interdit aucun sujet, c'est notre cible qui est spécialisée en fait. Voilà. Et quand on a lancé YAG en 2008, notre idée, on est 4 anciens de Tétu hein, en fait, au départ, donc c'est des sujets qu'on connaissait déjà bien. Quand on s'est lancé en 2008, on voulait surtout apporter une information qui à l'époque était relativement confidentielle, qui n'intéresse pas forcément toujours les médias généralistes. C'est un peu bizarre de dire ça cette année et maintenant, parce qu'on vient de s'en taper pendant 6 mois avec la loi Taubira sur le mariage pour tous, mais hors gros événements comme cette loi ou comme le Pacs en 98-99, on parle relativement des questions LGBT de façon générale dans les médias généralistes. Donc nous, on voulait vraiment apporter quelque chose qu'il n'y avait pas tellement ailleurs.
Tétu étant plus magazine et moins sur l'actualité immédiate. Voilà. Et en 2008, quand on a commencé, quand on a lancé le site, il se passait déjà énormément de choses à l'étranger. Sauf qu'en France, on a tendance à croire qu'on est isolé, qu'on est seul au monde à avancer. On l'a encore beaucoup entendu dans les débats sur le mariage. En gros, l'expérience des autres n'a pas tellement d'importance chez nous. Alors qu'en fait, si, énormément. Et donc voilà. Donc moi, venant de la presse papier, on a voulu profiter à fond du média qui est Internet, qui est un média qui est beaucoup plus facile à ouvrir qu'un magazine, en fait, puisqu'un magazine est souvent coincé par le nombre de signes qu'on peut faire rentrer dans une page ou par une couverture qui doit donner envie d'acheter le magazine pour ensuite aller lire les articles qui sont dedans. L'avantage d'Internet, c'est que les gens arrivent par divers chemins, et du coup, c'est ce qui nous a permis, nous, de créer un site qui soit mixte, hommes et femmes, Paris, province, étranger, il y a toutes les générations, et mixte au sens LGBT, donc lesbien, gay, bi, trans, et pas comme pouvait l'être Tétu, en tout cas à l'époque où je l'ai quitté, très axé sur les hommes. Voilà, donc c'est beaucoup plus large. Et deuxième avantage d'Internet, c'est une énorme plateforme d'expression. Donc à côté du site d'info, on a lancé un réseau social qu'on a volontairement appelé Communauté. Donc c'est la communauté YAG, parce qu'on voulait réhabiliter ce terme de communauté, parce que ce n'est pas parce qu'on est communautaire qu'on est communautariste, bien au contraire. Donc nous, on l'a plus pris dans le sens famille choisie et solidarité entre les personnes. Et on a lancé aussi une plateforme de blog, et qui pour nous est une des très très bonnes surprises de ce projet, c'est la qualité des blogs qui se sont créés depuis 4 ans à peu près, un peu plus de 4 ans maintenant. Donc voilà. Nous, contrairement par exemple à Mediapart, on n'est pas dans le journalisme d'investigation. D'ailleurs, quand on a envie de faire une enquête et qu'on a un sujet qui peut être intéressant, on le fait avec Mediapart. Voilà. C'est une question de culture, c'est une question de moyens, et c'est aussi une question de besoin. Parce que je disais tout à l'heure que nous essayons de mettre la lumière sur une information qui est un peu confidentielle. On arrivera à l'investigation quand on aura déjà réussi à faire sortir cette information-là. On a un besoin plus immédiat, en fait. Donc, notre rôle, qui peut paraître sortir un peu du rôle du journaliste, c'est plus donc de sortir cette information, mais aussi beaucoup de l'expliquer, de la décrypter, et de faire de la pédagogie, beaucoup. Que ça soit une explication de l'information, aussi une explication de l'autre, parce qu'on parle de communauté LGBT, sauf que c'est une communauté de personnes qui sont très très diverses, comme tout le monde, sauf que ça n'a pas l'air évident comme ça tout le temps. Et un des succès, en tout cas une de mes grandes fiertés à moi, c'est d'avoir réussi à faire se parler les différentes composantes de cette communauté, en grande partie par le réseau social, mais aussi par les blogs et dans les commentaires. Et, voilà. Et par moments, j'ai l'impression qu'on est un peu une sorte de presse de proximité, où la proximité ne serait pas géographique, mais plus une proximité d'expérience commune. Voilà, on est aussi un média engagé, par la force des choses, ce qui sert parfois à nous discréditer. Moi, j'ai beaucoup entendu ces derniers mois, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes militant, ce qui n'est pas vrai. Moi, je suis journaliste et militante. L'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, moi, je ne crois pas du tout à l'objectivité du journaliste. On parle toujours de quelque part. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas objectif qu'on n'a pas un devoir d'honnêteté. Donc, moi, je parle avec mon expérience, j'écris avec mon expérience et avec mon vécu, mais je ne le cache pas. Je dis, pour moi, c'est l'un des principaux devoirs du journaliste, c'est de dire d'où il parle. Voilà. Parce que justement, là, on est là pour parler du droit de savoir des citoyens et des droits dont les journalistes doivent pouvoir bénéficier pour pouvoir informer. Mais avec ces droits, il y a des devoirs qui viennent. Donc, pour le citoyen, c'est le devoir de savoir. Il faut avoir envie d'être informé. C'est essentiel pour la démocratie. Et pour les journalistes, je crois que ce qui fait le métier de journaliste, ce ne sont pas tellement les droits dont nous pouvons bénéficier, ce sont les devoirs que nous avons, qui sont notamment de vérifier une info, la recouper, être toujours à la recherche de la vérité et être honnête. Pour moi, le point de départ de tout ça, c'est l'honnêteté, la recherche de la vérité. Voilà. Qui sont un peu des choses qui se perdent, j'ai l'impression, en ce moment. Je vais prendre un exemple très rapide, mais donc on parlait tout à l'heure de Tétu. Tétu a été racheté récemment par Jean-Jacques Augier, qui était là lors du débat ce matin. Et Jean-Jacques Augier a fait une offre d'achat de YAG aussi en même temps, qui pour l'instant ne s'est pas concrétisée. On est toujours en discussion. Sauf que à chaque fois qu'il y a eu des articles, et même très récemment, il y a eu des articles sur ce rapprochement. Et assez régulièrement, on lit que YAG a été racheté par Jean-Jacques Augier. C'est pas vrai.
Et non seulement c'est pas vrai, mais aucun journaliste qui a écrit ces articles n'a pris la peine de téléphoner à YAG pour vérifier son information. Et c'est aussi pour ça je pense qu'il y a une crise de défiance vis-à-vis des journalistes, c'est qu'on ne met pas assez en avant les devoirs des journalistes, d'abord auprès des journalistes eux-mêmes et auprès des lecteurs, qui ont besoin de savoir que l'information qu'ils vont avoir est fiable. Et elle est fiable parce que le journaliste a fait son travail. Ok, Judith, je te remercie pour cet exposé préliminaire, très intéressant. Donc on apprend, mais on savait déjà qu'il y a des partenariats et c'est très bien, puisque c'est comme ça que les frontières se cassent entre YAG et Mediapart, et je crois aussi entre Reflet Info et Mediapart. Donc je me tourne maintenant vers toi, Olivier Lorelli. Donc tu es un grand spécialiste de l'Internet, des logiciels libres, du hacking. Un activiste, tu es un hacktiviste. Voilà, et c'est un sujet passionnant. Le site Reflet Info, si certains connaissent, c'est un site vraiment passionnant parce qu'on retrouve beaucoup de choses qu'on ne voit pas ailleurs, hormis dans Mediapart, bien sûr. Et c'est tout à fait intéressant. Alors j'ai vu, et je voudrais peut-être que tu nous en parles un petit peu, peut-être à la fin de ton intervention préliminaire, il y a une actualité sur Edward Snowden, et vous expliquez dans Reflet Info que en fait tout ce qui vient de sortir, Prism, etc., c'est qu'un petit morceau de l'iceberg. Et ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Mais au-delà de ça, sur ton intervention préliminaire, j'aimerais savoir, peut-être pas le modèle économique, mais ce qui a fait que vous aviez pu monter Reflet Info, comment vous fonctionnez, quels sont vos rapports avec le journalisme d'investigation classique, et quel est ton sentiment sur ce droit, cette première des libertés qui, comme dit Edoui, garantit tous les autres, qui est la liberté, le droit de savoir et la liberté d'informer. Tu as la parole. Bonjour. Donc, Reflet.info est né d'une rencontre. Je lisais depuis des années une personne qui a un site web qui s'appelle Quitte-toi, quitte-toi.com. On s'était rencontrés déjà il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et on s'est revus à l'occasion d'un événement, et puis on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir un média peut-être assez orienté Internet, c'est vrai, mais relativement généraliste quand même, mais qui aborderait les questions journalistiques un petit peu sous un autre angle. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il est journaliste, il était journaliste économique à la base. Moi, je ne suis pas du tout issu du monde de la presse, donc comme tu le disais, je suis issu plutôt d'Internet, donc du monde technique. C'est quelque chose qui fait vraiment la singularité de Reflet, dans le sens où déjà on n'est pas que deux, on n'est pas seul. Il y a quelques contributeurs, il y a des journalistes, il y a une communauté de hackers en fait qui gravite pas mal autour de nous. Ce qui fait qu'on a accès à beaucoup d'infos. Et techniquement sur Internet, quand on se borne à des choses très très précises, très techniques, on a toujours le moyen de vérifier l'information. Donc on peut nous amener en bateau, on peut tenter de nous amener en bateau, mais malheureusement en fait sur Internet les faits sont souvent là. Et c'est un petit peu l'approche qu'on a à chaque fois. On traite énormément les questions de surveillance. Donc tu parlais de Prism, on va y revenir. Mais tout ce qui est question de surveillance, donc par exemple les joujoux qu'on a vendus à Kadhafi, que Mediapart a également énormément traité. Voilà, Amesis, l'affaire Amesis, donc une société française qui a vendu, c'est un contrat d'État-État, il faut comprendre que c'est bien la France et non Amesis qui a vendu un système d'interception massif à l'échelle d'un pays à la Libye. Il y a une autre société française qu'on a pris un peu la main dans le sac, qui était en train de faire la même chose il y a très peu de temps avec Bachar el-Assad en Syrie. Donc c'est des outils qui visent vraiment à fliquer l'ensemble de la population. C'est quelque chose qui nous choquait parce qu'on est quand même on est militant, comme Judith, on est très militant. On a également autour de nous donc une communauté, donc c'est assez rigolo parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes réflexes. Moi non plus, je ne crois pas spécialement à l'information impartiale à chaque fois. On est des gens engagés, il n'y a pas de secret. Mais effectivement, on essaye de rester honnête par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on trouve. Donc le décryptage de l'information qu'on essaye de faire,
nous, est principalement technique, comme je disais, mais ça ne nous empêche pas de déborder sur d'autres sujets un petit peu plus sociétaux, notamment autour de la liberté de la presse. Tout ce qui va toucher à la neutralité d'Internet, c'est la liberté de la presse, c'est la liberté d'entreprendre. Donc on est très axé liberté individuelle et liberté fondamentale en règle générale. On est assez proche de collectifs comme la Quadrature du Net, qui œuvrent énormément pour les libertés numériques également. Voilà, donc tout cet écosystème fait qu'on est devenu un média un petit peu singulier. Maintenant, pour parler du modèle économique, c'est assez simple, on n'en a pas. On fonctionne sur les dons uniquement. On refuse d'avoir de la publicité. C'est quelque chose qui ne sera jamais à l'ordre du jour chez nous. On refuse également d'avoir des actionnaires ou des choses comme ça. On tient quelque part à notre indépendance et voilà. Pour revenir maintenant aux questions de Prism, oui, alors Prism, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose que tout le monde fait un peu mine de découvrir aujourd'hui. Il faut comprendre que dès 1946, il y a eu un traité entre l'Angleterre et les États-Unis qui s'appelle UK-USA, UQC, qui visait à intercepter un petit peu toutes les communications. C'était ce qu'on appelle du renseignement de sources électromagnétiques, et l'idée était d'intercepter tout ce qui était fax, tout ce qui était communication téléphonique avec l'étranger. Bon, à l'heure d'Internet, ce système a un peu grossi, évidemment. Au lendemain des attentats du 11 septembre, on a mis un petit coup de neuf là-dessus, on a débloqué des budgets un petit peu plus importants, et on a transformé ce vieux réseau d'espionnage qui s'appelait Échelon, on l'a transformé en quelque chose d'assez gigantesque. Donc Prism, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste un tout petit bidule. Donc le tout petit bidule, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des accès sur les données de 9 grosses sociétés américaines. En plus de ça, il y a beaucoup d'autres programmes. Il y en a un dont on a eu vent il n'y a pas longtemps, parce qu'une nouvelle slide du Washington Post a été publiée. Et il y a un programme qui s'appelle Upstream, qui vise, lui, à aller écouter les câbles sous-marins sur les lieux où atterrissent les câbles sous-marins. C'est des grosses autoroutes de l'information, si vous voulez. Et on pose des dispositifs qui permettent d'absorber, de tout récupérer, de tout dupliquer. Donc, ce qui a choqué un petit peu les gens, et ce qu'on supputait déjà depuis un petit moment, c'est que la NSA et d'autres agences de renseignement à travers le monde, je pense qu'en France on fait à peu près la même chose, mais à une échelle beaucoup moindre et de manière beaucoup plus ciblée, stocker ces informations, donc même les informations qui sont chiffrées. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur Internet, vous n'avez pas de secret. Ce qui est secret aujourd'hui risque de ne pas l'être demain. Donc on a peut-être quelque part sur Reflet et dans les communautés qui gravitent autour de nous un rôle justement pédagogique également, à expliquer ce que c'est qu'Internet, expliquer pourquoi c'est important, et surtout expliquer que quand un gouvernement, un État, ou même des officines, que ce soit des régies publicitaires ou autre chose, violent votre intimité à ce point-là, c'est toutes vos libertés qui sont vraiment attaquées. Faut comprendre que le droit à la vie privée, c'est vraiment une liberté qui est indispensable pour l'exercice de toutes vos autres libertés. Par exemple, vous n'aurez pas de liberté d'opinion politique ou religieuse si vous n'avez pas votre vie privée. Voilà. Et juste une dernière question. Vous étiez très proche de Wikileaks et j'aurais aimé savoir sur est-ce que les liens continuent, comment ça se passe maintenant. Alors, Wikileaks, c'est une organisation un petit peu particulière. Alors dire qu'on est proche de Wikileaks, c'est vrai et pas vrai. On est proche philosophiquement d'eux. Il nous est arrivé de supporter l'action de Wikileaks de manière assez active, même assez présente. Je fais partie par exemple du Fonds de défense de la neutralité du net qui finance Wikileaks, parce qu'il faut savoir que Wikileaks s'est retrouvé avec tous ses comptes bancaires saisis par la justice américaine. On a profité d'une petite subtilité en France où on a le GIE Carte Bleue qui a des accords avec Visa. Donc c'est vrai que saisir les comptes d'une petite association française, même si elle finance Wikileaks, c'était beaucoup plus compliqué légalement. Voilà. Donc on continue effectivement à financer Wikileaks. Ok, je te remercie Olivier donc, pour cet exposé préliminaire. Je me retourne vers toi maintenant, Audrey Pulvar. Je ne sais pas si il faut te présenter, si on va te présenter quand même un petit peu. Tu es journaliste, voilà. Tu as été pendant plusieurs années à France 3. Ensuite, tu es passé à France Inter et aujourd'hui... j'ai fait quasiment 15 rédactions. Donc ce qui est intéressant au-delà du sujet, qui est le droit de savoir, le pouvoir d'informer, c'est l'expérience et le recul que tu as sur le dispositif médiatique français, qui soit radio ou télévision. De quelle manière cette expérience et le recul que tu as sur le sujet peut être contributif à
à une amélioration et à notre débat. Tu as la parole. Je ne suis pas sûre de remplir la mission que tu me donnes là, François. Simplement, effectivement, je suis... Edoui a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais ça fait quand même 22 ans que je fais ce métier et je l'ai fait en radio, en presse écrite, en télévision. Et je constate qu'il a beaucoup changé. Les bases du métier sont les mêmes. Enfin, ce qu'on apprend aux jeunes dans les écoles de journalisme sur les fondamentaux comme l'honnêteté, la neutralité, à défaut de toucher à l'objectivité, mais au moins la neutralité, la vérification de l'info, la vérification des sources, le travail de fond d'une enquête d'investigation, tout ça, enfin d'une enquête tout court d'ailleurs, tout ça c'est encore dans les mots, mais dans la pratique, le métier a énormément changé. Bon, il n'était déjà pas irréprochable il y a une vingtaine d'années. Des affaires des reproches, on peut en formuler à la presse depuis que la presse existe, de toute façon, enfin depuis que les médias existent. Mais moi, je suis assez effarée par l'état du métier aujourd'hui. Et quand je dis ça, je sais que beaucoup me rangent dans la case des vieux cons. J'assume parfaitement. Mais je suis assez effarée parce qu'effectivement, au nom de la transparence totale, dans transparence totale, il y a Total. Et moi, je considère que aussi bien l'opacité totale d'un État est une dictature, aussi bien la transparence totale peut être également une forme de dictature. Donc au nom de la transparence totale, on autorise un peu tout et n'importe quoi, à mon sens. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur Internet, qu'on disait de toute façon, vous pouvez essayer de nous tromper, mais l'info, elle est sur Internet. Oui, on trouve sur Internet de l'info, de la vraie info, enfin... Je vais peut-être un peu vite en besogne, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. Oui, on trouve sur Internet de l'info, de la vraie info. Oui, Internet est un outil formidable pour le droit de savoir, pour le droit d'informer, pour le devoir d'informer, mais c'est aussi un incroyable réservoir de fausses informations, de déformation, de fausses informations. Je passe sur le côté aigreur, mauvais sentiments, etc., qui peuvent s'exprimer sur Internet, mais c'est aussi un outil de désinformation, au moins aussi puissant qu'il est un outil d'information. Et je constate qu'aujourd'hui, l'usage qui est fait d'Internet, des réseaux sociaux, de la mondialisation de l'information par les médias dits traditionnels est parfois assez léger. Et ça, c'est assez inquiétant. On en a eu encore l'illustration pas plus tard qu'il y a 3 jours avec le déraillement de ce train à Bretigny, où au nom de l'information la plus transparente et la plus rapide des médias, y compris des grands médias historiques nationaux, se sont contentés de relayer des messages publiés sur les réseaux sociaux ou des photos publiées sur les réseaux sociaux, sans faire le minimum, ce qui me semble quand même le minimum du métier, à savoir vérifier que l'information relayée par Twitter était une information fiable. Et résultat, on s'est retrouvé dans des grands médias nationaux que je ne citerai pas, avec des photos de soi-disant de Bretigny qui en fait étaient des photos d'un autre train, d'une autre catastrophe ferroviaire. On s'est retrouvé avec des fausses informations, ce ne sont pas des informations, de fausses informations. Et finalement, que ce soit dans le cas de Bretigny ou que ce soit dans d'autres affaires très importantes, moi, ce qui m'effraie, c'est que de plus en plus aujourd'hui, des grands médias traditionnels, censés être fiables, que ce soit en presse, en télé ou en radio, se contentent de relayer, non pas des informations, mais des rumeurs, sans les vérifier. Mais le problème, c'est qu'une fois que ces rumeurs sont passées dans le circuit de ces grands médias, les grands hebdos, les journaux de 20 heures, les grandes matinales de radio par exemple, une fois que ces rumeurs sont passées dans ce circuit-là, ça devient des informations. Et encore moins de monde les vérifie. Donc on part d'une contre-vérité au départ, qui parfois ne repose sur absolument rien, qui devient une rumeur. Vous parliez de YAG tout à l'heure, c'est exactement ça, qui devient une rumeur, et qui devient ensuite une information que plus personne ne prend la peine de vérifier,
Tout simplement parce qu'un grand média l'aura reprise comme telle, sans la vérifier, et aura été ensuite repris à l'infini, notamment par les sites internet des grands médias. Et ça, pour moi, c'est vraiment la mort du journalisme. Je considère que la mort du journalisme, ce n'est pas seulement le fait que des gens n'achètent plus que vous, comme moi. Enfin, moi, je continue d'acheter les journaux au kiosque. Je suis vraiment dans le rang des vieux cons. Hein. Mais c'est pas la mort du journalisme. C'est pas le fait que les gens n'achètent plus des journaux. C'est le fait que nous-mêmes, journalistes, nous tuons ce métier. Parce que, tout simplement, beaucoup d'entre nous ne font pas le minimum de ce à quoi on s'attend de leur part et traitent le lecteur, le spectateur ou l'auditeur comme un client, comme une cible, et non comme un cerveau en état de marche qui demande simplement à avoir un certain nombre d'informations, de points de vue pour se forger son propre point de vue. Donc, jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'au développement brutal, important, mondial des sites d'information ou des sites de médias sur Internet. Vous alliez le matin au kiosque ou vous allumiez votre radio. Allumer la télé le matin pour regarder des infos, ça existe, mais c'est encore un peu plus rare. Vous alliez au kiosque le matin, vous achetiez votre journal, vous cherchez 5 infos importantes. L'info politique, le fait divers du jour, la météo, l'info internationale et celle de proximité. Mais en face, vous avez le travail d'une rédaction. Non seulement ces 5 infos-là, vous les avez traitées de façon journalistique avec du recul, de la mise en perspective, de l'enquête, de l'approfondissement et donc, on espère, de l'information, mais vous avez aussi toute une foultitude de sujets que vous n'étiez pas allé chercher au kiosque, mais qui vous sont proposés par le travail de cette rédaction. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, l'information, elle arrive directement sur nos téléphones portables. Mais ce qui arrive comme information sur nos téléphones portables, c'est un digest, c'est un ersatz d'information. Parfois, ce n'est même rien du tout. Or, le lecteur ou l'auditeur ou le téléspectateur qui allait chercher juste ces 5 infos, mais qui en avait 20 en retour, eh bien, il n'a plus là qu'à s'intéresser aux 5 infos qui l'intéressaient, qui arrivent sur son téléphone. Or, il reçoit sur son téléphone des papiers, soit simplement des titres, soit des papiers de 300-400 mots, qui sont des recoupages de dépêches, qui sont des reprises de tweets, qui sont des reprises de propos tenus sur Facebook, sans le minimum de travail du journaliste. Et c'est ça la mort du métier. Enfin, je veux dire, quand je lis dans des grands journaux, ou quand je lis sur des sites internet, qu'on source une info Twitter, on ne la source plus agence de presse où on espère qu'il y a des journalistes qui font leur métier, mais on se contente de la sourcer Twitter en disant ça a été dit sur Twitter, donc c'est vrai, sans un minimum de vérification. Je dis que là, le droit de savoir, évidemment, il est inaliénable et c'est l'un des premiers droits de l'être humain. Le devoir d'informer, c'est un devoir pour les journalistes, mais la façon dont ils s'acquittent de ce devoir est, à mon sens, de plus en plus discutable, alors que justement on est dans un moment, dans une période, dans un monde dans lequel, du fait de cette transversalité totale de l'information qui n'est plus verticale mais qui est vraiment transversale, on devrait au contraire être dans la vérité la plus pure. On devrait être au contraire être au plus près de l'information. Et on s'en éloigne. Et ça, c'est la responsabilité des journalistes. Parce que tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde ne prend pas avec son téléphone portable, avec son tweet ou avec une photo, etc. Oui, vous voyez un truc qui se passe dans la rue, vous prenez une photo. Mais ça ne fait pas de vous un journaliste. Ça fait de vous quelqu'un qui relaie une information. Mais ça ne fait pas de vous un journaliste. Le journaliste, son boulot, c'est de mettre en perspective cette image, c'est de l'étudier, c'est de la décortiquer, c'est d'en sortir les tenants et les aboutissants. Et quand les journalistes se contentent de reprendre des images, des infos, des propos, des rumeurs, etc., sans faire leur boulot, je considère qu'ils sont les propres responsables de la mort de ce métier. Je vais encore me faire des amis. Bon, merci Audrey pour cet exposé.